Jean-Paul Briguelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de lettres, vous avez été enseignant en collège, en lycée, en classe prépa pendant 45 ans. Vous êtes désormais à la retraite. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire en 2022 aux éditions de l'Archipel. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation. Celle-ci est très connue. Elle vient de feu Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1. Je cite : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » De la même façon, Jean-Paul Briguelli, pensez-vous que l'éducation nationale vend actuellement du temps de cerveau humain disponible ? Alors je pense qu'elle rend les cerveaux disponibles. Elle les rend disponibles pour TF1 et pour Coca-Cola. Alors TF1, mettez là votre chaîne préférée. Si vous éclatez avec Cyril Hanouna, chacun son truc. Moi je suis très libéral. Mais en tout cas, si vous ne mettez rien dans le cerveau, si vous ne mettez pas des connaissances dans le cerveau qui vous permettront d'avoir une vision discriminante par rapport au réel, ça donne une entrée toute faite, en quelque sorte, à toute la société de consommation. Et, comme je le remarque dans mon livre, consommateur est un mot qui commence très mal. Donc on fabrique effectivement des consommateurs parce que on en a fini, en quelque sorte, avec l'école de la connaissance, véritablement. On en a fini avec le regard critique. On en a fini avec la formation du citoyen. On fabrique essentiellement des gosses ubérisables des pieds à la tête, d'avant en arrière. C'est qui on ? Alors, comme je l'explique dans mon livre, c'est un projet. Je ne suis pas du tout complotiste. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit tiens, on va les rendre idiots. Bon, c'est un mécanisme. Ce mécanisme a commencé à se mettre en place avec l'Europe dès les années 56-58. Ça part de Jean Monnet. Jean Monnet, De Gaulle le considérait comme le coursier de la CIA, peu de choses près. Avait eu la chance de vivre 2 guerres mondiales. L'Europe est née de cette espèce de double traumatisme. Il ne faut plus jamais de guerre, ni quoi que ce soit. Comment se débrouiller pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre ? Eh bien, il suffit d'annihiler, en quelque sorte, tout ce qui était représentation nationale dans l'enseignement. Alors la représentation nationale, c'est très vaste. Il y a l'histoire, bien sûr, il y a la géographie, et il y a la langue, au départ. Début des années 60, la DGESCO, c'est le bras armé du ministère, la DGESCO. Personne ne sait que ça existe, mais les ministres passent et la DGESCO reste. Le patron de la DGESCO lance une grande enquête pour savoir quel était le français que l'on devait enseigner en classe. La question ne s'était jamais posée. On enseignait le français littéraire. On apprenait les fables de La Fontaine, les poèmes de Victor Hugo. Il a créé 2 commissions, et il y en a une qui a statué, c'est elle qui a emporté le pompon, qu'il fallait enseigner dorénavant la langue de la rue. Pour rapprocher les élèves de la communication contemporaine, bla bla bla. Bien, ce patron de la DGESCO, en 62, 68, s'appelait René Haby. René Haby était le bras armé de Giscard, lequel Giscard s'est débrouillé pour éliminer De Gaulle. Ça, c'est le référendum de 69, etc. Et René Haby s'est retrouvé ministre de l'Éducation nationale. Deuxième étape, en même temps, par exemple, ils ont réformé l'enseignement des maths. Dans un esprit soi-disant d'égalitarisme, ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelait les mathématiques modernes. Vous avez échappé à ça, vous êtes trop jeune, mais c'était la théorie des ensembles, etc. Ça a fait des dégâts absolument extraordinaires. Attention, qu'on soit bien d'accord, les principes qui ont régi l'enseignement du français étaient en soi des principes remarquables. C'est toute la linguistique structurale, etc. C'est bien à Bac+8. Les mathématiques dites modernes, ça venait de ce qu'on appelait le groupe Bourbaki, qui, après-guerre, a rassemblé un très grand nombre de mathématiciens de très haut niveau. C'est vachement bien à Bac+12. Mais au niveau CP, c'est une erreur gravissime. Un certain nombre d'enseignants qui ne pensaient pas assez vite se sont dit « on va faire comme en fac ».
Deuxième étage de la fusée, 1976, donc René Haby est ministre, et avec Giscard, il monte deux opérations concomitantes à un mois près. D'un côté, ce qu'on appelle le collège unique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation entre les différents types d'élèves en sixième, et de l'autre côté, le rapprochement familial. On s'est retrouvés, donc j'étais prof là, à ce moment-là, je peux en témoigner, fin des années 70, début des années 80, on s'est retrouvé avec des élèves... Rapprochement ou regroupement familial? Regroupement familial. Ouais. On s'est retrouvé avec des élèves qui venaient souvent du Maghreb, qui avaient forcément un niveau très faible. Je parle bien de niveau, entendons-le bien. Ça ne dit rien sur leur capacité réelle. Et vous mettez tout ça dans la même classe, vous êtes obligé de parler pour les plus faibles, sinon vous les larguez instantanément. On a donc descendu le niveau d'une façon faramineuse. Jusque-là, ne pas se tromper, ce sont des politiques de droite qui ont mis ça au point, qui étaient des politiques européanistes. Giscard, c'est même plus approuvé. Années 80, on entre dans l'ère Mitterrand, etc. Et là, il va falloir trouver la légitimation pédagogique de ce que l'on fait au niveau politique. Et on est allé chercher ce qu'on appelle les pédagogues, ou pédagogistes, ou constructionnistes, Philippe Mérieux et ses sbires, dont le climax, en quelque sorte, a été la loi Jospin en juillet 89. Et ne croyez pas que ce soit anecdotique, parce que 2 mois à la loi Jospin, c'est chaque élève construit ses propres savoirs. Si vous comprenez ce que ça veut dire, très bien, mais je vous expliquerai éventuellement tout à l'heure. 2 mois plus tard, il y avait la première affaire de voile à Creil. Parce que ça va de pair. C'est-à-dire que si vous relâchez au niveau de la langue, au niveau de l'histoire, au niveau de la civilisation, n'importe quel prêt-à-penser se met à la place de ce que l'on enseignait jusque-là. Troisième étape, quatrième étape plutôt après la loi Jospin, 1999-2000, ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, et là on repasse au niveau européen, où les politiques ont déterminé qu'il fallait, au niveau de l'Europe entière, sélectionner 10% d'élèves, 10%, qui seraient considérés comme l'élite, et donner un niveau basique aux 90% qui restaient. C'est à ce moment-là que on met en place ce qu'on appelle l'idéologie des compétences. C'est François Fillon qui s'est fait empapaouter complètement et qui a signé les décrets, qui ne comprenait rien. Enfin, on a eu à l'Éducation nationale un nombre de nullités absolument remarquables. Fillon qui voulait revenir aux fondamentaux, on le rappelle. Oui, mais on lui a fait digérer quand même l'idée que maintenant, on enseignerait des compétences à l'école. Non pas savoir lire, mais par exemple, savoir être bon camarade. Vous voyez, avec ça, on peut faire passer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de savoir, mais de savoir-faire et de savoir-être, en quelque sorte. On a cumulé tout ça dans l'idéologie du apprendre à apprendre. Le résultat, et on le voit très bien sur la génération 2000, les millénials, comme on dit, c'est une descente en flamme du niveau, mais une descente absolument caractéristique. On en a reparlé ces derniers temps à propos du niveau orthographique, qui est... On n'arrive même pas à la moitié de ce qu'on était capable de faire au début des années 80. Faut bien imaginer ça. Et là-dessus, le confinement n'a pas aidé. Et Dieu sait qu'il a été observé par un très grand nombre d'enseignants d'une façon absolument rigoureuse. On a actuellement une double génération, en quelque sorte, à partir des enfants nés en 2000-2005, c'est-à-dire ça correspond à un baby-boom, ils sont très nombreux. On a une génération qui ne connaît rien en deçà de sa date de naissance, qui vous situe, moi j'ai eu le cas il y a quelques jours, Jeanne d'Arc était donc une créature du XVIe siècle, contemporaine de Victor Hugo. Voilà. Si vous commencez à pédaler dans la choucroute historique, vous êtes terminé, parce que vous ne savez plus
d'où vous venez, vous ne savez plus d'où vient la langue. De la même façon, Mme Vallaud-Belkacem a tout fait pour qu'on fasse de moins en moins de latin. Ça faisait partie de sa réforme dans les années 2015-2017, alors même que le latin donnait à la fois un contexte civilisationnel. Nous sommes dans une civilisation gréco-latine, on n'y est pour rien, voilà. Et de notre côté, la langue française vient à 95% du latin. Il faut comprendre une chose, quand on dit, voilà, on va étudier le français parlé. Lorsque nous parlons, et nous sommes la seule langue en Europe comme ça, vous avez à peu près 25% des lettres des mots que nous prononçons qui ne se prononcent pas. Qui ne se prononcent pas, dans le qui, le U de qui ne se prononce pas, le ENT ne se prononce pas, le S de pas ne se prononce pas. C'est tout. C'est d'où l'intérêt au fond de la dictée. La dictée est un passage mental entre l'oral et l'écrit. Vous vous rappelez peut-être Fernandel dans Topaz, des moutons étaient dans la prairie. Des moutons, mon enfant. Vous voyez, mais globalement, nous disons des moutons. Alors, ajoutez à ça des méthodes d'apprentissage de lecture totalement aberrantes, qu'on appelait idéovisuelles tout à fait au départ, maintenant semi-globales, etc., où on vous met une image, un mot, et vous photographiez le mot comme vous avez photographié l'image. Alors, mouton, vous l'écrivez ON ou ONS ? Est-ce qu'il y a plusieurs moutons ou est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Et à la limite, tout ce qui va commencer par mou, ce sera des moutons. Là, on peut en trouver à l'appel. Donc, on a véritablement voulu descendre le niveau, et en même temps, on a triché à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a triché sur les notes, par exemple. Il faut être bien clair, il faut le dire aux parents d'élèves. Vos enfants, lorsqu'ils ont eu le bac parce qu'on a gonflé leurs notes, sinon ils ne l'auraient pas eu. Si on notait les élèves de terminale en fonction de leur production, il n'y aurait pas 30% de réussite. Voilà. Or, il y en a et il en faut 97%. C'est plus le bac, on dirait une élection nord-coréenne, vous voyez, à peu de choses après. Voilà. Donc, on a vraiment voulu écraser, en quelque sorte, la conscience de la langue, la conscience entière d'une histoire, d'une civilisation. L'exemple que je donne dans mon livre, et voilà, tout le monde peut faire l'expérience, vous prenez un billet en euros, qu'est-ce qu'il y a sur ce billet ? Il y a des architectures imaginaires, mais symboliques. Des portes ouvertes, des ponts, ça permet de... Vous voyez, symboliquement... il y a eu toute une époque, alors vous êtes trop jeune pour vous rappeler, vous, mais il y a eu toute une époque où sur les billets, il y avait des grands hommes. Pascal, Napoléon, Richelieu, Voltaire, etc. Et les Allemands avaient Goethe, Schiller, etc. Chacun bâtissait en quelque sorte sa fortune sur une histoire. C'est terminé. C'est terminé. On base maintenant sa fortune sur un pur rapport consommation, production, etc. C'est-à-dire c'est le règne des économistes à courte vue, des sociologues à la dérive. On a voulu éliminer justement l'histoire. Je vous rappelle que les Anglais ont très sagement, parce qu'ils ont senti ils ont ce côté insulaire qui ne les rend pas aptes à se fondre dans un ensemble, ils ont conservé la livre. Ils ont conservé la tête de la reine sur la livre, et c'est une toute autre esthétique. C'est pour ça que c'est très difficile de parler avec un Anglais au niveau européen. Actuellement, qu'est-ce qu'on a dit ? On n'enseigne plus aux élèves, on leur dit plus 2 plus 2 égale 4, etc. On leur montre, on écrit 2 plus 2 égale 4, et on leur dit « que conclus-tu » ? Alors... Durant cet entretien, justement, je vais reprendre. Durant cet entretien, nous allons évoquer donc l'État, comme vous l'évoquez, de l'éducation nationale, les responsables de ce désastre,
et à qui cela profite. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, partager, liker cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Vous pouvez même aimer cette vidéo. Hein. Voilà. Moi, personnellement, liker, Voilà, je ne sais pas d'où ça sort. En 2005, Jean-Paul Brigelli, vous avez publié La fabrique du crétin, la mort programmée de l'école. Donc, 17 ans plus tard, vous publiez le second tome, La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, j'ai eu l'illusion, comme quoi on peut être très intelligent et très bête, j'ai eu l'illusion que le mouvement auquel je participais, il n'y avait pas que moi, hein, Natacha Polony avait sorti Nos enfants gâchés, d'autres avaient sorti L'enseignement de l'ignorance, hein, Jean-Claude Michéa, il y avait toute une série de livres, Marc Lebris avait sorti un bouquin qui s'appelait « Et vos enfants ne sauront ni lire ni compter », Rachel Boutonnet avait sorti le journal d'une institutrice clandestine parce qu'elle avait pris le manuel d'apprentissage de la lecture recommandé, elle avait arraché les pages de l'intérieur, elle avait mis une méthode alphasyllabique à l'intérieur en gardant la couverture pour tromper les inspecteurs. Voilà. Donc il y avait des résistants. Et tout le monde est convenu du fait que quelque chose n'allait pas. 17 ans plus tard, c'est pire. C'est pire parce qu'en fait, les intérêts qui sont en jeu ne vont pas dans le sens d'une réforme des savoirs. Il faut absolument que tout le monde comprenne bien ça. Si l'école était malade, on l'aurait soignée. Ayez un réflexe, si je puis dire, darwinien. Si un animal a une patte brisée, il essaie de la raccommoder, ou alors il est éliminé. Bien. Si l'école n'allait pas, on l'aurait forcément rafistolée. Si on ne l'a pas rafistolée, si au contraire même ça s'est aggravé, c'est qu'au fond, du point de vue des élites autoproclamées qui nous gouvernent, elle va très bien. Elle fait exactement ce pourquoi on l'a désignée, 10% leurs enfants, hein, d'élite. Les enfants de l'oligarchie deviendront l'oligarchie. On est en autoproduction. 90% d'une masse énorme, promise à des boulots d'un inintérêt complet. Et même, je vous rappelle, c'est un homme de gauche, Benoît Hamon, qui avait proposé le salaire universel, 600 € par mois, 600 € par mois pour rester à la maison et tripoter sa télécommande. Vous voyez, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui au départ était une réforme impulsée par la droite européaniste, est une réforme qui a été récupérée, surtout à partir de 1983, vous savez ce qu'on appelait le tournant de la rigueur dans l'ère Mitterrand, récupérée par la gauche libérale. Qu'il soit de droite ou de gauche, et les deux étiquettes n'ont absolument plus aucun sens, dans tous les cas, ce sont des libéraux. Qu'est-ce que ça veut dire que le libéralisme appliqué à l'école? C'est la reproduction. Au sens le plus bourdieusien du terme, hein, c'est-à-dire que les élites en place se reproduisent, inscrivent leurs enfants dans de bons établissements scolaires. Je rappelle quand même, on a actuellement Papendiaï qui nous sort tout un blabla sur la réduction des inégalités scolaires, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui met ses enfants à l'école alsacienne. Voilà, c'est-à-dire, je dis pour les provinciaux, ce qu'il y a de plus entre soi à Paris avec Stanislas, peu de choses près. Bon, vous avez donc une vingtaine d'établissements sur l'ensemble de la France, dans lesquels se regroupent les enfants des élites qui sont elles-mêmes capables de dire « Ah oui, c'est vrai, l'école ne va pas bien », mais qui les perpétuent. Et puis, vous avez tout le reste. Alors, vous avez le reste d'en bas en bas, ce sont les établissements ghettos construits à l'intérieur des ghettos. Les collèges de certaines banlieues absolument misérables, et le collège est à l'image d'ailleurs de son environnement. Il est parfaitement misérable. Alors on nous dit, oui, mais nous investissons, nous mettons des moyens. Comme dirait l'autre, ça nous coûte un pognon de dingue. Pas du tout. Quand on regarde les dotations des très bons établissements,
Henri IV, Louis le Grand, etc. Et les dotations des collèges ou lycées de ZEP, on dit plus ZEP, on dit REP, ambition réussite, ce que vous voulez. Bon, vous savez, c'est comme les lessives, on change la marque, hein, mais le fond est toujours le même. On peut pas comparer, c'est-à-dire que dans un très grand lycée parisien, vous avez toutes les options possibles et imaginables, alors même que les gosses qui y entrent sont surprivilégiés au départ. Je veux dire, c'est pas à l'école qu'ils ont appris l'anglais, c'est parce que depuis qu'ils ont 4 ou 5 ans, ils partent en vacances en Angleterre ou aux États-Unis avec papa-maman, voire même sans papa-maman. Donc les autres restent dans le ghetto. L'été, au moins, ils ont chaud. Vous voyez ? Ils ne connaissent pas la mer. Voilà. Et bien sûr, le système marche bien. Le système marche très très bien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, la bouche en cœur, on se dit, comme c'est curieux quand même, les gens qui sont dans les classes préparatoires, dans les très grandes écoles, etc., sont à 90% des enfants d'IPS++. L'IPS, c'est le calcul du niveau financier des parents. Hein, c'est les CSP+. Voilà, ce sont des CSP++. Bon, et en revanche, ceux qui vont dans des lycées professionnels, etc., option viande et bricolage, arrivent tous, hein, de zones ghettoisées ou de zones agricoles très, très défavorisées. Comme si on voulait nous faire croire que les riches sont plus intelligents et que les pauvres sont plus bêtes. Alors c'est là que je vais ressortir mon expérience de 45 ans d'enseignement. 45 ans, ça représente, disons, à peu près 120 élèves par an, hein, peu de choses près. Et ça fait un certain nombre d'élèves. Ça n'existe pas, les élèves plus bêtes ou plus intelligents. Ça n'existe pas. On les rend plus bêtes ou on les rend plus intelligents. Sauf cas rarissime, il y a aussi peu de crétins natifs que ce qu'il y a de génies. Alors je sais que la mode actuellement, c'est de prétendre que son enfant est un HPI. Au potentiel intellectuel. Voilà, c'est du pipeau, hein, c'est du pipeau absolu. Peut-être que les psychologues scolaires vous font plaisir, comme ça, etc. En 45 ans, j'ai connu deux élèves surdoués. 2. Et j'ai eu toutes sortes de classes, etc., qui avaient eu le bac vers 13 ans, à peu près, avec des capacités, en particulier en mathématiques, qui étaient tout à fait hors normes. Et dont l'un des deux, au moins, sortait du milieu le plus défavorisé qu'on puisse imaginer, avec des parents qui étaient à la limite de la débilité. Voilà. Depuis qu'il avait 6 ans, il remplissait les déclarations d'impôts à leur place. C'était vraiment un surdoué. 2 sur des milliers. Vous voyez ? C'est ça, la réalité. De la même façon, des élèves dans lesquels le savoir n'entre pas, où vous avez plus vite fait de les tuer à coups de figue molle, pas plus, il n'y en a pas plus. Mais le résultat, c'est qu'on nous dit « Ah là là, comme c'est dommage, ceux qui sont à Henri IV sont drôlement intelligents, et ceux qui sont à Trifouille-les-Oies, ah ben ils sont très cons quand même. Hein » Il y a une réforme qui s'est développée depuis 2 ans à Paris, visant à insuffler plus de boursiers, la réponse à Felnet, plus de boursiers dans les grands lycées parisiens. Et vous savez quoi ? Ça n'a pas changé du tout les résultats du lycée. C'est-à-dire qu'on y a mis des gosses qui, structurellement, arrivaient de milieux défavorisés et qui, mis dans un milieu propre à l'acquisition de savoir, se sont révélés parfaitement aptes, exactement comme les autres. Cette histoire de niveau de départ, c'est une absurdité totale. Ça fait peut-être plaisir aux parents, si vous voulez, mais d'un point de vue pratique, c'est faux. Moi, j'ai une question. Donc, vous dites 80-90% donc, des jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, voilà, ne savent rien. Donc, dans quelques années, ils vont élire bientôt.
C'est gravissime. Ah ben non, parce que c'est des masses manipulables à souhait. C'est très pratique, voilà. Rappelez-vous, George Orwell, 1984, le peuple, quand il est totalement manipulé, n'est plus capable d'avoir un jugement critique. Non seulement sur les dirigeants, mais même sur les produits qu'ils achètent. On arrive à faire acheter au peuple des produits parfaitement dispensables, si je peux dire, de surcroît en obsolescence programmée, parce que c'est ça l'objectif. On se fiche pas mal qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas ceci ou ça, pourvu qu'ils achètent un iPhone 23. Vous voyez ? Enfin, bientôt, 23. On en est à quoi, 15 ? 14 ou 15. 14 ou 15. Bon. Ils se ruinent d'ailleurs pour ça. Ils se saignent à blanc, etc. Et on leur fait croire que s'ils n'ont pas la nouvelle version, mais c'est le seul intérêt. Et plus vous êtes idiot, et plus vous achetez. Un fait qui est connu de tout le monde, les ingénieurs informaticiens de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles qui n'utilisent absolument pas d'informatique, jusqu'à 15 ans. Ils font ça au crayon et au stylo avec du papier. Parce qu'ils savent très bien que l'informatique détruit en quelque sorte les chaînes neuroniques. Or, tout ce qu'on fait actuellement, et les pédagogues qui ont infiltré l'éducation nationale, qui contrôlent l'inspection générale, etc., insistent là-dessus. Il faut travailler avec les portables, il faut travailler avec les écrans. Plus vous travaillez avec les écrans, et moins vous en savez. Moi, j'ai fait des expériences... C'est la fabrique du crétin digital avec Michel Desmurger. Exactement. J'aurais dû demander des droits, d'ailleurs, sur Fabrique du crétin, parce que ça a été... Mais le crétin digital et le complément... Qui interdit donc les écrans avant 3 ans. Voilà. Mais il faudrait interdire les écrans avant 15 ans. Pratiquement. De façon, ne serait-ce que... Imaginez qu'ils mettent à lire des livres le temps qu'ils passent devant des écrans. C'est 7-8 heures, me semble-t-il. Pardon ? C'est 7-8 heures en moyenne de temps passé devant les écrans. Et vous les voyez dans la rue. Dans la rue, ce sont des autistes, en groupe d'ailleurs parfois, qui marchent en regardant leur écran. Avec des écouteurs. Sur lesquels il n'y a rien. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Alors j'ai fait l'expérience, moi, une fois, dans un devoir sur table, comme on dit dans les classes prépa. J'ai dit, très bien, prochain devoir, j'autorise tout matériel informatique. Et ça a donné des résultats pires que lorsqu'ils ont uniquement un stylo et un papier. Parce qu'en fait, et c'était des élèves théoriquement bons, mais trouver quelque chose sur Internet, c'est un casse-tête sans fin. Prenez un élève de 6e standard, c'est-à-dire un élève de 6e standard, c'est quelqu'un qui, à 40%, ne sait ni lire ni écrire, à peu de choses près. Il était analphabète, on va essayer de le faire analphacon. Vous voyez ? Bon, c'est au programme, on lui dit, fais un exposé sur les pyramides. Alors, il tape pyramide sur son moteur de recherche, PI, REA, etc. Le moteur de recherche est bon, il fait la recherche pour PY1. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la fiche Wikipédia. Je vous assure, vous pouvez faire l'expérience. Vous avez la fiche Wikipédia qui est extrêmement complexe quand même. Et puis vous avez un certain nombre de sites conspirationnistes qui vous expliquent que les pyramides ont été faites par les extraterrestres, plus des sites marchands vous vendant une promotion immobilière d'un ensemble qui s'appelle les pyramides etc. Comment est-ce que le gosse qui a 11 ou 12 ans peut s'en tirer ? Comment est-ce qu'il va faire la différence entre ce qui est du flanc complet et ce qui est une information véritable ? Le tri de l'information demande en amont une acquisition de connaissances extrêmement fine. Et maintenant, il y a ChatGPT. Alors, maintenant, il y a ChatGPT. Alors, je fais un article il n'y a pas très longtemps sur la question. Vous savez, c'était déjà dans les tuyaux. Quand vous corrigez des dissertations... Vous le savez. D'un seul coup, vous voyez un paragraphe sans faute d'orthographe.
Alors, vous avez qu'à taper le début du paragraphe sur votre moteur de recherche et vous tombez sur la disserte toute faite qui a été recopiée telle quelle, copier-coller, etc. Oui, mais ChatGPT ne répète pas. ChatGPT ne répète pas, mais ça se sent immédiatement, avec un tout petit peu d'expérience, parce que c'est une pensée moyenne. Mais vraiment moyenne. Vous pouvez poser à peu près n'importe quelle question à ChatGPT, il vous donnera ce qu'on appelle en religion la vulgate. Vous voyez, très consensuel aussi. Voilà, c'est extrêmement consensuel. Consensuel, c'est comme consommateur, c'est un mot qui commence mal. Vous voyez, il est évident que la pensée s'organise autour d'une façon un peu provocante de penser. Je sais que j'ai enseigné la dissertation pendant des années, je leur disais, c'est très simple, lorsque vous avez un sujet, regardez vos copains autour de vous, demandez-vous ce qu'ils vont écrire et dites le contraire pour voir. Et vous verrez, dans 90% des cas, c'est plus productif que d'essayer d'être dans la norme. Parce que ChatGPT, d'ailleurs sur les essais qui ont été faits, vaut entre 10 et 12. Ah oui. Oui. Ça a été fait sur, en particulier, c'est très utile dans des matières à la mort moellonneux comme la sociologie. Parce que là, ChatGPT dispose de toutes les statistiques possibles et imaginables, et il va sortir un discours standardisé, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Madame Bovary, il y a un sous-préfet qui fait un discours à l'occasion des comices agricoles, qui est bourré de clichés, d'idées reçues, etc. C'est ça, ChatGPT, ça a toujours existé. C'est la pensée, en quelque sorte, de l'énarque moyen. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Sciences Po Paris a interdit à ses étudiants l'usage de ChatGPT. Ils ont eu peur, en quelque sorte, que ChatGPT soit qualifié pour être énarque et qui sait un jour président de la République. J'aimerais revenir donc sur ma question initiale. Justement, quelles vont être les conséquences de ce désastre de l'école sur eh bien, on va renforcer en quelque sorte la structure oligarchique de la société actuelle. Qu'on soit bien d'accord, nous ne sommes plus du tout en démocratie. Depuis très longtemps d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait un jour été en démocratie. On a été en république. Moi, je suis de ceux qui se battront pour la reconvocation de l'idéal républicain, mais pas la démocratie. Parce que si la démocratie, c'est l'avis de 90% de demeurer, j'ai pas envie d'être en démocratie. Vous voyez ? En fait, l'avis sera celui des 10% qui ont décidé que. Rappelez-vous Maastricht. Maastricht, le peuple a voté contre. Bon, et on a réuni le Congrès à Versailles, et le Congrès, là on est dans l'oligarchie à l'état pur, a voté pour. Et a annihilé... Attendez, 80... non, pas Maastricht. 2005. 2005. Le traité constitutionnel européen. On a récusé le jugement populaire. On n'en a même plus besoin. C'est pour ça d'ailleurs que, malgré toutes les promesses des uns et des autres, on n'a jamais recours au référendum, parce que Dieu sait ce qu'une masse ignorante pourrait dire dans un référendum. Bon, la masse ignorante, de temps en temps, elle fait des manifs, et je vous le dis, ça va finir comme ça. Nous sommes un certain nombre à penser que l'oligarchie a tellement tiré sur la corde qu'on est positivement en 1788. Au moment où les aristocrates se sont crispés sur leurs privilèges. Ils auraient très bien pu, en 1788, basculer le régime absolutiste vers un régime parlementaire, etc., sur le modèle anglais. Il y avait des gens qui étaient prêts à prendre le pouvoir, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Non, ils n'ont pas voulu. Il fallait absolument garder leurs privilèges le plus longtemps possible. Bon, mais on les a exécutés, on a très bien fait. Mais justement, est-ce que les gens sont trop manipulés pour être en 1788 ? Voilà, le raisonnement des gouvernants, c'est que, premièrement, ils sont idiots. Deuxièmement, il y a la télé et le foot. Alors, le foot ou ce que vous voulez à la place. Bon, on a eu une démonstration là au Qatar qui était un très, il y a l'hallucination aussi. Voilà. Non, le rugby est un sport intelligent. D'accord. Bon, avec la télé, si vous voulez, vous prenez quelqu'un qui est totalement idiot. Vous lui collez dans les pattes Cyril Hanouna.
il va finir par le trouver drôle. Ce type est sinistre, absolument sinistre. Il est odieux à tout point de vue, etc. Ils vont finir par le trouver drôle. Ils vont même vous dire « Oh ouais, je sais que c'est des conneries, mais je regarde, ça me détend. » Mais tu n'as pas besoin de te détendre. Tu es déjà en état de détention perpétuelle. Vous voyez oui, ça peut durer un certain temps. Ça ne durera pas éternellement. L'épisode des Gilets jaunes a été très éclairant de ce point de vue-là. En l'espace de 2 mois, on a été à 2 doigts de renverser le gouvernement. Ça s'est joué. Le gouvernement n'a eu d'autre solution que de recourir à la force brutale. Voilà. Mais avec une police très bien équipée. Et depuis 2002, la police est équipée de matériel anti-émeute. C'est une date très précise. Ça correspondait aux émeutes de banlieue de 2002. Avec la télévision, qui ne propose pas un choix, contrairement à ce qu'on croit, mais qui, quelle que soit la chaîne sur laquelle on s'arrête, enfonce le clou, avec des divertissements niveau Coupe du Monde de foot, etc. On vous dit, ah là là, la séance des tirs au but, quel suspense, etc. Mais relis Roméo et Juliette, Coco, tu verras, c'est plus intéressant. Vous voyez, il faut bien comprendre une chose, c'est que on peut durer très longtemps. D'autant que la masse révolutionnaire en France, ça a toujours été les classes intermédiaires. Ce ne sont pas les plus malheureux qui font la révolution. Ce sont les semi-bourgeois. Mais il n'y en a plus de semi-bourgeois parce qu'on a une prolétarisation de l'ensemble des petits bourgeois. L'exemple type sont les profs. Un prof actuel, au bout de 7-8 ans de carrière, gagne aux alentours de 2 000 euros. Nous sommes aujourd'hui à Boulogne. Que ce soit à Boulogne ou à Paris, dites-moi qui peut se loger avec une femme et 2 enfants avec 2 000 euros. Et manger quand même. Vous voyez ? Bon. Si le prof est seul. Les enseignants sont totalement prolétarisés. Mais totalement prolétarisés. Ils sont parmi les plus mal payés d'Europe. Je le rappelle à ceux qui nous écoutent, vos confrères allemands gagnent le double pour un temps de travail qui est légèrement inférieur. Voilà, avec des missions un peu différentes, mais c'est ça la réalité. Les syndicats qui disent « il nous faut 10% d'augmentation », ce sont des irresponsables, il faut 80% d'augmentation tout de suite. Pour rattraper, parce que vous vous rappelez, l'Europe, ça marche quand on veut. On dit l'Europe de l'électricité, l'Europe de l'énergie, l'Europe des trains, il faut que tout ça soit unifié, mais l'Europe des salaires, ça, non. Alors, on avait déjà fait l'expérience avec les routiers polonais, je peux vous dire que c'est la même chose. Actuellement, les enseignants français sont les plus mal payés d'Europe. Les enseignants allemands et encore plus alors les enseignants luxembourgeois gagnent entre 2 fois et 3 fois ce que gagne un enseignant français, avec des performances qui sont légèrement supérieures. Quand on regarde les classements PISA et mathématiques de la France. Bon, nous sommes un pays en voie de dégradation rapide. Comme on dit dans les agences de notation, vous savez, si on notait le pouvoir culturel de la France, ce serait à moins actuellement. Nous avons renoncé à notre propre histoire. Il faut voir comment on enseigne l'histoire. On en a fini avec la chronologie. Nous avons renoncé à la connaissance même de la géographie, sous prétexte de connaître la géographie du Zimbabwe. Nous avons renoncé à la maîtrise du français. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que je veux bien, dans un certain niveau, dire, oui, effectivement, l'informatique va jouer un rôle. Mais imaginez que vous n'ayez aucune maîtrise de l'orthographe et que vous deviez envoyer une 15aine de mails par jour, vous êtes viré. Vous voyez ? Ah oui, mais il y a des correcteurs automatiques. C'est une fiction. Ça, je peux vous assurer que Word n'a jamais rien compris à la langue française. D'ailleurs, régulièrement, quand vous écrivez un texte en Word, Word vous souligne impérativement tel ou tel mot.
parce que pour lui, c'est faux. Alors que je les ai vus planter sur le bord de la route. DS. Mais Word vous dira, non, deux verbes qui se suivent, c'est forcément ER. Planter quoi, connard? Vous voyez, il y a des moments, on s'emporte contre la machine. Bon, c'est pareil. De la même façon, d'ailleurs, la machine prend ses aises. Quand vous écrivez un mail, elle le corrige dans votre dos. Vous avez intérêt à vous relire, parce que de temps en temps, elle vous fait... Donc, qui veut faire prof aujourd'hui? Des désespérés, des masochistes. Ceux qui ont vraiment la vocation? Ceux qui peuvent faire que ça? Ceux qui ont la vocation. Non, mais je ne plaisante pas sur la vocation parce que j'ai eu la vocation. Je suis resté prof. 45 ans. Je suis normalien, je suis resté prof 45 ans. J'ai eu des occasions innombrables de faire de l'édition, etc. Non, j'ai adoré transmettre. Voilà. Et il n'y a pas de quoi s'en plaindre ni quoi que ce soit. Je savais que c'était pas très bien payé, mais c'est un plaisir en soi. C'est bien de faire un métier qu'on aime, quel que soit le métier. Bon, alors, la vocation, c'est 0,5% des enseignants. Véritablement, le cœur. Ensuite, il y a ceux qui en font un boulot d'appui. C'est pour ça que ce métier s'est féminisé à 80%. C'est le salaire d'appui, en espérant que le mari gagne davantage dans un autre métier plus rémunérateur. Et il y a ceux qui sont tellement désespérés du métier qu'ils faisaient avant qu'ils essaient de se recycler. D'où le job dating à Versailles. Voilà. En 4 jours. En 4 jours, on vous forme un prof. C'est 6 de moins que pour former un employé de chez McDo. Vous voyez, parce que ça demande une technicité quand même, tandis que prof, allez, on vous met devant des élèves, et puis voilà. Alors bon, au bout d'une demi-heure, les élèves vous ont scalpé, mais parce que c'est impitoyable. La Fontaine disait très bien, cet âge est sans pitié. Bon, mais les pédagogues ont essayé de nous faire croire que les enfants sont bons. Non, les enfants sont de salauds, de sales petits cons. Voilà. Et c'est dans le crâne de ces sales petits cons qu'il faut faire rentrer des savoirs qui les transformeront progressivement en personnes sensées et compréhensives. Et éduquées. Voilà. C'est par le savoir qu'on éduque, c'est pas par les bons sentiments. C'est pas en faisant de l'initiation à l'écologie, en plantant, ça s'est fait à Grenoble, ils ont labouré les cours de récréation. Pour faire des cours non genrés. Voilà, pour faire des cours non genrés, parce que le foot c'était très mal, et pour planter des légumes. Alors je veux dire que c'est une opération qui est d'une bêtise absolue, parce que les 3/4 des légumes vont éclater en quelque sorte entre la fin du printemps et l'été, c'est-à-dire à un moment où les enfants ne seront pas là. Voilà. Ou alors il faut uniquement planter des courges et des potirons. Vous voyez, mais ce sont vous savez, les bonnes intentions qui se révèlent être caricaturales tout de suite. Non, il faut donner véritablement des savoirs, et c'est avec des savoirs que vous réfléchissez après à des questions importantes comme la place de l'homme dans la nature, comment respecter ou ne pas respecter la nature, etc. Bon, c'est pas en affirmant, tiens, tu vas faire un dessin sur représentant une éolienne. Spinoza disait que le concept de chien ne mord pas, le dessin d'éolienne ne produit pas d'électricité. Vous voyez, et l'éolienne tout court produit une masse de déchets, en revanche, absolument extraordinaire. Sans compter les oiseaux que ça tue. Mais vous parliez tout à l'heure de manipulation, d'Orwell, etc. Est-ce que les profs sont aussi responsables de ça? Parce que c'est quand même la courroie de transmission. Alors, ils le sont de plus en plus, dans la mesure où ils ne sont pas du tout formés. Je vais prendre un exemple. Le ministre, très gentiment... Quel ministre? Pap Ndiaye, ministre actuel. Très démagogiquement, dit il faut faire des dictées. Ça ne veut rien dire si on ne fait pas en amont de la dictée un travail sur la syntaxe, sur les règles orthographiques, etc. Bon, les profs qui ont été recrutés depuis 20 ans sont, dans leur quasi-totalité, alors quand je dis prof, c'est
professeurs des écoles, professeurs de collège, sont dans leur quasi-totalité incapables de faire de la grammaire d'une façon sérieuse. Parce que ça a été évacué des concours. Ça y était autrefois. Hein. Moi, j'ai été au jury du CAPES à un moment où il y avait encore une question de grammaire en français. Ça l'est plus. Il n'y a plus qu'une évaluation de vos capacités pédagogiques. C'est assez au doigt mouillé, vous voyez, en quelque sorte. Bon, il faut bien comprendre une chose, on n'a pas formé les enseignants. Lorsqu'on leur a dit, là, maintenant, pour l'épreuve de français du bac, avec le texte que vous présenterez, il y aura une question de grammaire qui vous sera posée par le jury, les profs ont dit, ben, non, on ne peut pas, on n'est pas formé. D'ailleurs, Madame Ballot-Belkacem avait réduit la grammaire de façon absolue en qualifiant toute une série de fonctions, en les ramenant à la fonction de déterminant. Les déterminants du nom, les déterminants du verbe, personne ne sait ce que ça veut dire, mais en gros, n'importe quoi est déterminant. Hein, je te vois beau. Ah ouais, beau, c'est déterminant de je ou de te. Enfin, vous voyez, la question de grammaire la grammaire, la syntaxe, la morphologie, etc., c'est extraordinairement complexe. Et nous sommes une langue extrêmement complexe. Mais on a tendance à traiter le français un peu comme nous voyons l'anglais, qui est une langue qui n'est complexe qu'à très très haut niveau, mais qui, dans son expression orale, on revient toujours à l'oral, hein, est assez simple. Vous voyez, on arrive à faire son chemin en Angleterre et surtout aux États-Unis avec « fuck you ». Voilà, ce qui n'est pas très compliqué. Hein, en français, on en finit par dire « mange tes morts ». Comme dit l'autre. Voilà. Très peu payé, manque de reconnaissance sociale, beaucoup de travail. Est-ce que le prof est devenu une assistante sociale ? C'est en 1932, au moment de ce qu'on appelait le cartel des gauches, que le ministère de l'Instruction publique est devenu ministère de l'Éducation. C'est un basculement qui est absolument symbolique. Il faut remonter à la Révolution. Hein. En 1792, il y a eu 3 ou 4 projets apportés par de très grands esprits sur ce qu'allait être l'école révolutionnaire. C'est Condorcet. Alors Condorcet a bien fait, c'est son projet qui a été adopté. Hein. Et quand vous lisez les mémoires de Condorcet sur l'éducation, il fait une différence absolue entre l'instruction qui est du ressort de l'école, et l'éducation qui est du ressort des familles. Qu'aurait dit Condorcet s'il avait vu qu'actuellement, les familles s'en remettent complètement à l'école pour ce qui est de l'éducation. Sauf que l'enseignant n'a pas le pouvoir de décision qu'ont les parents. Donc, lorsqu'on lui dit « tiens-toi droit et retire ton nez de ta narine parce que tu ne trouveras jamais ton cerveau », ouais, c'est pas mon père. Hein. Vous voyez ? On ne peut pas faire l'éducation de gens que l'on n'a pas instruits précédemment. Faut bien comprendre ça, c'est absolument essentiel. Il faut absolument que les enfants, au départ, maîtrisent leur langue maternelle. Ça, c'est l'oral. C'est de moins en moins souvent le cas. Regardez par exemple le problème qui se pose avec les immigrés. Il y en a très peu qui maîtrisent leur propre langue. J'avais assisté et participé à une conférence à Casablanca. Il y a 3 langues officielles au Maroc. Il y a l'arabe, il y a le français et il y a le berbère. Bon, et on peut apprendre ces 3 langues à condition de maîtriser déjà très bien la sienne. Actuellement, on a des enfants qui, par exemple, ne maîtrisent pas le français, mais à qui, à partir de 5 ans, on va essayer d'apprendre l'anglais. Ou l'arabe. Mais j'ai des tas d'élèves, vous imaginez, je travaille à Marseille. À Marseille, des élèves qui croyaient que leurs parents parlaient arabe, il y en a plein. Et qui, étudiant l'arabe pour de bon, venaient me voir en me disant « Mais monsieur, c'est abominable, mes parents croient parler arabe, ils ne parlent pas arabe. Ils parlent un langage qui est un mélange de maghrébin, quelques racines arabes, un peu de français mélangé, etc. Bon, et c'est à des années-lumière, par exemple, de l'arabe qui serait utile pour aller faire du commerce au Moyen-Orient. Vous voyez, c'est pareil pour le français. Si on baisse la garde, si on ne dit pas aux élèves
on parle comme ça, on fait les accords comme ça. On ne dit pas c'était pas, on dit ce n'était pas, ou ce ne sont pas. Et on ne dit pas se rappeler d'eux. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Si on baisse la garde sur la langue, on perd le combat sur tous les niveaux. Justement, donc on a parlé des responsabilités des professeurs. Quelles sont les responsabilités des parents dans la faillite de l'école? Alors, tout dépend de l'investissement que les parents font. Investissement à la fois affectif, culturel et même dans certains cas économique. Vous avez des parents qui passent leur temps à investir l'école du style « je vais lui apprendre moi à ton prof ». Ben non, c'est l'enseignant qui apprend, à l'élève d'abord et aux parents ensuite. Puis vous avez ceux qui savent très bien que s'ils laissent leur enfant dans tel collège, c'est fini. C'est fini à 6 ans, vous voyez ? Et d'où le succès d'ailleurs des écoles privées, y compris confessionnelles, dans les quartiers les plus défavorisés. Les stratégies de contournement également. Voilà. Alors, stratégie de contournement, il faut déjà être initié. Il faut être un insider, en quelque sorte. Non, je prends un exemple. Dans les quartiers nord de Marseille, vous avez une école privée qui est dans le sommet du classement, qui s'appelle l'Accordaire, dans lequel des familles maghrébines sont des dominicains, inscrivent leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils seront tenus, mais tenus comme ça. Et les résultats sont excellents. Excellents, parce que je reviens à ce que nous disions tout à fait au début, ils ne sont pas plus bêtes. Voilà. Ils sont tous au même niveau, à peu de choses près. Si vous les mettez dans des... Ouais, il y a effectivement aussi les parents. Oui, mais il y a des parents... d'esprit on des va parents. dire qu'il y a des parents qui sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ne savent pas. Ça, c'est le premier degré. Voyez, pour savoir qu'ils ne parlent pas, par exemple, un bon français, pour savoir que ça les a toujours discriminés à l'embauche, et pour vouloir pour leur enfant un avenir différent. Et puis il y a ceux qui se disent oh, ben, écoute, pour faire le guetteur à la cité de la Castellane, pas la peine que tu manies l'imparfait subjonctif. Voyez, ça, tout dépend finalement de l'ambition que l'on a pour ses enfants. En Inde, qui est le pays qui est en train d'émerger à une allure absolument vertigineuse, les parents claquent, parce que presque tout est privé là-bas, modèle anglais, claquent en frais d'inscription jusqu'au tiers de leur salaire. Jusqu'au tiers de leur salaire. Alors je le dis là aux parents qui nous écoutent, vous qui gagnez au SMIG 1500 € par mois, êtes-vous prêt à dépenser 500 € par enfant pour qu'il ait un avenir meilleur que le vôtre et pour que lui gagne 3 fois ce que vous gagnez? Voilà, c'est ça l'enjeu. Vous diriez ça à des parents actuellement? Mettez vos enfants dans le privé? Tant que le système, je l'ai dit parfois, tant que le système ne permet pas de faire pression sur les écoles, c'est-à-dire de délocaliser en quelque sorte, tant que le système ne permet pas de faire ce qu'on appelle aux États-Unis du buzzing, c'est-à-dire d'amener les enfants en bus ailleurs, pour les éparpiller en quelque sorte, pour qu'il n'y ait pas un effet communautariste à l'intérieur de l'école. Oui, je leur dirais, éventuellement, créez votre école, c'est pas si compliqué que ça. En plus de ça, c'est pas si cher non plus que ce qu'on croit. D'autant que la plupart des écoles privées, y compris de très bon niveau, font payer des droits qui sont indexés sur le salaire des parents. Quand vous gagnez le SMIG, on fait payer une somme symbolique, pratiquement. Mais évidemment, on exigera de votre enfant un travail assidu, et au 3e devoir non rendu, on le vire. Mais d'ailleurs, ça n'existera pas, le 3e devoir non rendu. Parce qu'ils auront à cœur ils comprendront le sacrifice qu'on fait. Voilà. Mais actuellement, ils vont dans un collège public, comme on va au spectacle, ou comme on va au supermarché, ils butinent,
Ce qui les intéresse vraiment, c'est ce qui se passe pendant la récré, c'est ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe en cours leur passe par-dessus la tête, littéralement. Nous sommes dans une situation absolument catastrophique. Vous vous rappelez, la formule de Victor Hugo, c'était « ouvrez une école ou fermerez une prison ». Ce que je dirais, c'est transformer l'école et vous fermerez les ghettos. Voilà. C'est ça, c'est le sujet de mon prochain livre, qui s'appellera « L'école à deux vitesses », parce que, vous savez, la promesse de l'ascenseur social, etc., c'est un beau rêve. On vous montre un exemple par-ci, par-là, de quelqu'un qui est parti du ruisseau et qui a réussi. Mais c'est comme le self-made man américain, vous savez, il y en a un sur des millions. Quand vous allez aux États-Unis, vous trouvez des milliers de personnes dans la rue. Bon, non, il n'y a plus d'ascenseur social. Il y en a eu un peut-être dans les années 1900, 1920, etc. Il n'y a même plus d'escalier de service. Quand vous êtes né dans la rue, maintenant, vous y restez. Mais c'est quand même un petit peu positif, le privé. Il est certain, de toute façon, ce qui ressort de tous les classements d'établissements, c'est que le privé se retrouve en tête. Mais alors évidemment, il faut voir comment il recrute. Si le privé ne recrute que des bons élèves, ils n'ont pas trop de mal quand même à s'en tirer. Si en revanche, et ça se fait dans le public aussi, hein, je mets sur le même pied le bon privé et le bon public. Moi, je viens ces 12 dernières années, j'étais à Marseille au lycée Thiers, qui est une cité scolaire, c'est-à-dire qui va de la 6e aux classes préparatoires. Bon, qui recrute sur le premier arrondissement de Marseille, qui est l'un des plus pauvres de France. À tout point de vue, hein, maghrébin à 80%, etc., et qui, avec ses élèves, qui a priori n'ont aucune qualification particulière, hein, arrive à faire entre 98 et 100% de réussite au bac. Oui, mais ça veut rien dire, ça. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, c'est eux qui les forment depuis le départ, et ils les forment avec une exigence très spécifique. J'ai un exemple, les portables sont interdits. Interdits totalement. Si on voit un élève qui sort un portable, on lui prend le portable et on le rend aux parents. Même à la récréation. Oui, on le rend aux parents sur convocation. Actuellement, dans les 3/4 des établissements, si vous confisquez le portable d'un gosse, il vous saute dessus et vous étrangle. Vous voyez, parce que vous l'avez castré, en quelque sorte, hein, symboliquement. Bon, il suffirait qu'un ministre dise par décret les portables sont interdits dans l'enceinte scolaire. C'est un sujet d'actualité qui oui, il y a régulièrement des choses. Hein, je veux dire, Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, l'a interdit, je crois. Oui, mais il fallait un décret. C'est très précis. Les chefs d'établissement attendent qu'on leur donne un ordre, pas une indication. Vous voyez Bon, il faut évidemment que les pédagogues cessent de dire « Ah oui, mais le portable, c'est important en classe. On peut très bien regarder quelque chose sur un portable et construire lui-même ses propres savoirs. » C'est pour ça qu'on les appelle constructivistes. Hein, c'est parce que les élèves construisent leur propre savoir. Alors à ce jour, d'élèves qui construisent ses propres savoirs, je connais Blaise Pascal, qui, entre 8 et 10 ans, avait retrouvé tout seul les 12 premiers principes d'Euclide. Mais bon, c'était Blaise Pascal, vous voyez. Alors ces crétins pensent que on peut faire ça avec n'importe quel élève. Mais n'importe quel élève, c'est une anecdote que m'avait donnée une amie institutrice. Elle avait essayé de faire comme ça. Elle avait pris un ballon, vous savez, les ballons qu'on gonfle en soufflant dessus, etc. Elle aurait fait mesurer exactement la circonférence du ballon. Puis elle avait mis le ballon sur un radiateur. Et 10 minutes plus tard, on avait constaté que la circonférence avait augmenté. Puis on avait sorti le ballon dans la cour de récré, et un quart d'heure plus tard, on avait remesuré, et le ballon avait redégonflé. Et elle leur avait dit « Allez-y, construisez votre propre savoir, expliquez-moi ». Alors ces élèves qui avaient 6-7 ans, qui faisaient de l'animisme, vous savez, dans le ballon, il y a des petits bonshommes qui étendent les bras, ou qui au contraire se serrent les bras, etc. Et puis il y a un petit bourgeois mal élevé, qui lui a dit « Dis, maîtresse, au lieu de perdre du temps, si nous expliquer, ça irait pas plus vite ?» Vous voyez ? Et il y a trop d'enseignants qui refusent d'expliquer, a priori.
alors que ça pourrait aller plus Oui, vite. parce que c'est la dénonciation du cours magistral, etc. Voilà. Mais c'est bien le cours magistral. Vous savez, quand vous ne savez rien, vous ne pouvez pas inventer la réponse. Voilà, c'est... C'est tout l'essor aussi des écoles Montessori, etc. Oui, mais je rappelle que les écoles Montessori, au départ, Montessori avait créé son système pour des enfants déficients, très déficients. Hein, et on a voulu, elle a voulu d'ailleurs aussi, elle va être très douée, hein, par ailleurs, pédagogiquement. On a voulu transposer ça en masse. Toute solution qui a été faite pour un cas précis et que l'on veut élargir est forcément nocive. Voilà, ça, c'est une règle absolue. Bien sûr que l'enseignement est vertical. Vous savez, Pythagore commençait par interdire à ses élèves de parler pendant 5 ans, le temps qu'ils trouvent une bonne question. 5 ans. De la même façon, quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pendant 1 an, vous ne devez rien dire, vous écoutez. Le seul pour lequel on a fait sauter cette règle, c'est Voltaire. Bon, parce qu'on a jugé que Voltaire avait fait ses preuves, en quelque sorte. Mais c'est très bien, 5 ans de silence, et au bout de 5 ans, posez enfin une question. Maître, pourquoi est-ce que 1 plus 1, ça fait 2 ? Très bonne question. L'arithmétique, c'est la base de tout. Bon, mais actuellement, c'est... comprenez la division, c'est comme ça qu'on apprend la division maintenant, on ne l'apprend pas comme une multiplication à l'envers, on l'apprend comme une suite de soustractions successives. Alors ça s'apprend entre le CM1 et le CM2, je vais vous étonner, en 6e, c'est toujours pas maîtrisé. Vous voyez, je vous rappelle qu'il y a eu une époque où les tables de multiplication étaient sur la 4e de couverture de tous les cahiers, et on passait chaque jour 10 minutes à apprendre par cœur de façon mécanique 2 x 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6... J'aimerais vous parler d'idéologie maintenant. Est-ce que l'idéologie antiraciste, woke, a infiltré au plus haut niveau et donc dans toutes les classes l'éducation nationale ? Alors, woke, je ne sais pas, mais l'idéologie antiraciste, oui, avec des effets calamiteux. La loi Taubira, par exemple, fait Sur que... l'esclavage ? La colonisation, voilà, ne reconnaît que l'esclavage transatlantique. Alors, statistiquement, il faut le dire, la traite saharienne a fait plus de dégâts, nettement plus de dégâts que la traite atlantique. Voilà. Mais ça, il est hors de question de le dire, parce que les Arabes n'ont pas fait d'esclaves, tout le monde est bien au courant. Même chose d'ailleurs au niveau, je vais prendre un exemple, c'est là, cette année, au programme des classes de première, pour le bac, on a mis Olympe de Gouges. Les droits de la femme et de la citoyenne. Je veux bien, c'est écrit avec les pieds. Bon, ça témoigne d'une chose, c'est qu'elle était inculte, elle ne savait pas que dans droit de l'homme, c'était pas l'homme au sens vir en latin, mais au sens homo en latin, l'être humain. Et que dans l'être humain, il y a aussi bien l'homme que la femme. Voilà. Mais c'est ce qui fait que un certain nombre... Essayez d'imaginer quand même ce qu'un enseignant woke peut faire comme dégâts à partir des notions de masculin et de féminin. Ah oui, il y a des mots qui sont féminins, et puis il y a des mots qui sont masculins, et puis alors on va féminiser en mettant un « e » à la fin. Moi, j'appelle ça la finale marseillaise, vous savez. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis professeur. Ah, comme. Vous voyez, non, je suis professeur. Voilà, c'est une fonction. Le sexe des mots n'est pas un sexe. C'est pour ça qu'on dit un vagin et une bite. Est-ce que les élèves dans l'éducation nationale sont élevés dans la haine de la France ? Un certain nombre, oui. Rappelez-vous quand même ce match France-Algérie. En 2002. Combien ? 2002. 2002, où Chirac était parti parce qu'on sifflait la Marseillaise. Hein, moi, je vois ça sur Marseille. Chaque fois qu'il y a un match important, vous avez les télés qui sont mises à l'extérieur, des drapeaux algériens, tunisiens, marocains, etc., qui sont maniés par des gosses qui sont français à 99%. Hein, il y en a très très peu qui sont algériens ou tunisiens ou marocains, etc., mais qui revendiquent une algérianité, par exemple, que leurs parents d'ailleurs ne revendiquaient pas. Ça, c'est vraiment un effet
de gosses qui sont totalement déboussolés, à qui on n'a pas appris justement des repères. Après tout, moi je suis français, je suis d'origine corse. Est-ce que je vais m'amuser à mettre ma corsitude en avant en permanence? Est-ce que je vais m'amuser à prendre l'accent corse pour vous répondre? Vous voyez et à expliquer une fois pour toutes que l'Odorezza est supérieure à la Badois. Non, voilà, on peut très bien avoir des racines et en même temps se reconnaître dans une nationalité. Mais cette nationalité, voir ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'éradication des nationalismes par les pro-européens, cette nationalité a été passée sous silence, dégradée, etc. C'est très mal. La différence d'ailleurs, très franchement, entre le foot et le rugby, c'est qu'au rugby, ils connaissent les paroles de la Marseillaise et au foot, c'est pas bien évident. Le 6 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été décapité par un Tchétchène à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Comment vous l'avez vécu en tant qu'enseignant? Alors le lendemain, dans la nuit, j'ai monté un PDF sur l'histoire de la caricature. Vous étiez toujours prof? Hein? Vous étiez toujours prof? Oh, j'étais toujours prof. J'ai monté un PDF sur l'histoire de la caricature depuis le XVIe jusqu'au XXIe siècle, y compris les caricatures de Charlie, qui étaient une reprise en particulier des caricatures danoises, etc., qui sont anti-catholiques, anti-religieuses, anti-islam, anti, c'est le principe même de la caricature, c'est anti. Si vous tenez un discours suffisamment vertical, effectivement, ça passe, c'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Bon, simplement, il faut voir une chose, c'est que je crois que Samuel Paty a eu le tort de s'excuser préalablement. C'est-à-dire qu'il a fabriqué, au fond, de la culpabilité. Vous savez, la fragilité blanche, etc. Bon, là-dessus, vous avez le rôle des réseaux sociaux, des ententes, etc. De ses collègues aussi, professeurs. Et de ses collègues et de l'administration. Et des élèves. Voilà, tout le monde a été d'un courage absolument extraordinaire. Donc c'est une histoire abominable, à tout point de vue, mais moi j'ai eu des menaces directes. Il y a un site islamiste qui a publié ma photo, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais fait un article en expliquant que j'admettais que les femmes se voilent chez elles, mais pas dans la rue. Voilà. Sur Marseille, si vous voulez, 2 femmes sur 3 sont voilées actuellement. Bon, et donc j'ai fait une réponse directement sur mon blog à l'époque, en expliquant nommément à l'auteur de l'article que, puisqu'il habitait Marseille, si jamais il me croisait, qu'il change de trottoir parce que j'avais horreur de m'écraser les pieds sur une merde. Et depuis, j'ai plus de problème ni de... il faut répondre à la menace à la même hauteur, en quelque sorte. On n'a pas à s'excuser. Nous sommes là pour distiller des savoirs, et les savoirs sont neutres, par définition. Ou du moins, s'ils sont orientés, ils ne le sont qu'à des niveaux très, très supérieurs. Bon, qu'il s'agisse de religion, je n'ai rien contre l'idée que vous soyez protestant, musulman, adorateur de la pâte de lapin ou de la passoire à spaghetti. J'ai une grande révérence pour les pastafariens. Vous savez, les pastafariens pensent que, enfin, c'est l'idée, qu'il y a une divinité qui est un plat de spaghetti aux boulettes qui erre dans l'espace. Alors, c'est un gag de l'université américaine. Bon, très bien, c'est drôle, etc. L'idée que on croit en une divinité me laisse assis, véritablement. Je vous rappelle que d'après les statistiques, récentes d'ailleurs, 25% des 18-24 ans pensent que la Terre est plate. Voilà. À force de ne pas enseigner véritablement, parce que c'est écrit comme ça dans le Coran. Et d'ailleurs dans la Bible. Je rappelle que le fait que la Terre soit ronde a été accepté dans les années 1950 par l'Église. Faut bien imaginer quand même, ils ont mis le temps. Il faut jamais baisser la garde vis-à-vis de la superstition et du fanatisme. Jamais.
Voilà. Et le fanatisme, ça commence très tôt. Lorsque des gosses de primaire disent qu'ils vont faire le ramadan, il faut être très ferme et leur dire qu'ils n'ont pas à faire le ramadan, et même que c'est interdit par la religion islamique. Voilà. Et quand ils s'obligent en plus leurs petits camarades qui ne sont absolument pas musulmans à le faire également, là on est dans la coercition, en quelque sorte. De la même manière, on le voit depuis une bonne quinzaine d'années, les garçons et les filles ont tendance à se séparer en classe. Parce qu'ils ne veulent pas toucher une fille de peur qu'elle soit impure. Enfin, on arrive à des situations ubuesques, que des féministes, des vrais féministes, défendent le voile, par exemple, les disqualifient a priori de tout ce qu'elles pourraient dire d'autre. Et c'est dommage, parce qu'elles ont parfois des choses intelligentes à dire, parfois. Jean-Paul Brigelli, quels sont les méfaits de la pornographie à l'école? Bon, ils sont nombreux, ne serait-ce que parce que... Et de la prostitution aussi. La pornographie donne un modèle de relation amoureuse qui est déficient d'un bout à l'autre. Je rappelle que pornographie, c'est ce qui raconte des histoires de prostituées. Hein, c'est l'étymologie même du terme. Que des gamins qui n'ont aucun point de comparaison, puisque leur vie sexuelle n'a pas commencé, à peu de choses près, hein, puisque en gros, ils commencent à voir de la pornographie entre 10 et 13 ans. Bon, que des gamins s'imaginent que c'est à ça que ressemblent des rapports amoureux entre personnes de même sexe ou de sexe opposé, c'est absolument terrifiant. C'est générateur de troubles pathologiques. On a actuellement 25% des jeunes hommes qui sont impuissants parce que mentalement, ils se comparent à des hardeurs qui eux-mêmes sont drogués. Alors, vous voyez à peu près l'image. Les jeunes filles s'attendent à des performances tout à fait étonnantes. C'est un truc qui est nocif d'un bout à l'autre et qui n'a d'autre objectif qu'un objectif commercial. Je rappelle, le budget de la pornographie dans le monde, c'est, en estimation basse, 200 milliards de dollars. Et ces 200 milliards de dollars, c'est pas avec des sites gratuits qu'ils le font. C'est avec les publicités et les associations d'idées, les cookies, vous savez, associés à à ces sites gratuits. On s'aperçoit par exemple que, en dehors même des produits pharmaceutiques, c'est un truc absolument extraordinaire, les 2/3, lorsque le Viagra a été inventé, je ne sais plus qui c'était la firme, c'est Pfizer, je ne sais plus, a convaincu le vice-président américain, Walter Mondale, de faire la publicité. Parce qu'il avait 75 ans, et donc c'était ciblé 3e âge. Bien. Actuellement, la moitié de la consommation de Viagra, c'est les moins de 40 ans. C'est-à-dire qu'ils sont poussés par la pornographie à un indice de performance qui est totalement aberrant, de toute façon, qui n'a... on dirait qu'il faut un tableau de chasse, vous voyez, peu de choses près, sans compter alors que ça induit après des comportements qui sont des comportements de prostitution, y compris au collège. Ça part... Voilà, on parlait de féminisme tout à l'heure, ça part d'un mépris des femmes absolument extraordinaire, mais quand on y pense, c'est également un mépris des hommes, parce que c'est une façon de réduire l'individu à sa cheville ouvrière, si je puis m'exprimer ainsi. C'est terrifiant. Et je vous rappelle que... Oui, c'est pas que la pornographie, en fait, finalement, c'est toute l'histoire de ces applications de rencontres, etc. C'est venu après. Je ne suis pas sûr que les gosses utilisent les applications de rencontre. Vous voyez, Mythique, c'est pas pour eux, a priori. C'est plutôt Tinder. Il y a Tinder, voilà. Mais il faut voir une chose, je trouve que j'ai travaillé sur la question, j'ai fait un bouquin sur la question qui s'appelle « Société pornographique ». C'est un milieu où aussi bien les hommes que les femmes se suicident très facilement. Si vous cherchez porn star suicide, vous allez tomber sur des listes absolument accablantes de gens qui, à un certain moment, se sont sentis détruits par leur pratique même. Bon, j'aimerais beaucoup que les enfants, les adolescents,
évite, en quelque sorte, ce genre de choses. Et Dieu sait que je suis absolument contre toutes les formes de censure, etc. Mais c'est pas très compliqué, d'autres pays l'ont fait, de bloquer l'accès à la pornographie. On a beaucoup parlé des problèmes à l'école. Quelles seraient les solutions pour mettre fin à ce désastre? Les hussards noirs, Alors, l'uniforme, le roman national? non, l'uniforme, je veux dire, c'est une vaste plaisanterie. Il n'y a jamais eu d'uniforme à part aux Antilles. Ce que vous avez aux Antilles, les collèges sont en uniforme, ça gêne personne, hein, d'ailleurs. Bon, ou l'enseignement privé. Vous savez, le côté jupette plissée bleue, etc. Il y a une chanson de Maxime Le Forestier sur le sujet qui s'appelle Fontenay aux roses. Bon, mais Brigitte Macron a dit: «Oui, moi je serais plutôt favorable. Après tout, j'étais en uniforme quand j'étais à l'école». Oui, elle était dans une bonne école privée, catholique, etc. Non, c'est un peu secondaire. J'ai demandé à ma dernière fille, pas très vieille, qui m'a dit: «Oui, pourquoi pas l'uniforme, on referait Poudlard». Mais je suis pas sûr que l'école actuelle soit disposée à refaire Poudlard au niveau national, vous voyez? Et non, ce qu'il faut, c'est repenser complètement les programmes, cesser de penser en termes nationaux, c'est-à-dire qu'il faut que par établissement, en fonction des élèves que l'on a, on mette l'accent sur ceci ou sur cela, sur les fondamentaux, qu'on arrête de passer son temps en sortie scolaire, à droite, à gauche, etc. Il y a du boulot à faire, qu'on reforme les profs quasiment à bac+1. Ce qui se faisait autrefois avec les écoles normales. Les écoles normales recrutaient à la fin de la troisième, il faut bien l'imaginer. Et elles vous amenaient en 3 ans au bac et au diplôme d'instituteur. Actuellement, l'instituteur, on le recrute à bac+5. Est-ce qu'il est meilleur que celui qu'on recrutait au niveau bac? Vous voyez, et il faut impérativement former véritablement les gens, pour les instituts par exemple, au français, aux maths, à l'histoire, toutes les disciplines absolument fondamentales, parce que les 3/4 des gens qui préparent ces concours n'ont jamais fait ni de lettres ni de maths. Ils arrivent des formations socio, psycho, vous voyez, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il faut donner un véritable pouvoir au chef d'établissement, au conseil d'école, etc., de façon à ce qu'il y ait un projet pédagogique extrêmement précis et que les parents puissent récuser ce projet, avec la possibilité d'inscrire leurs enfants ailleurs. Il faut très certainement agir de façon à créer une vraie mixité sociale, quitte à... Vous savez, Alphonse Allais proposait d'installer les villes à la campagne pour améliorer l'atmosphère. Ça, c'était en 1900. Moi, je serais assez partisan d'instaurer 2 très grands collèges en internat, très loin, très très loin, et de rendre les enfants aux familles quand ils seraient un petit peu formés. Parce que le simple fait qu'à 4 heures ou 5 heures, ils retournent dans la rue, à certains endroits, c'est dramatique. C'est dramatique. Moi, je le vois sur Marseille. Ils retournent dans la rue, ils deviennent fourmis, guetteurs, etc. Ou ils s'extasient devant les exploits à la Kalachnikov de leurs aînés. Il faut les amener loin. Il faut les dépayser. Comment dire, justice, vous savez. Ça d'un côté, et certainement mieux former les profs. Et si vous les formez mieux, il faut les payer nettement. Mais quand je dis nettement mieux, je serais partisan d'un doublement rapide de tous les salaires, disons, depuis le départ jusqu'à les 2/3 des carrières. En fin de carrière, ça commence à peu près à ressembler à quelque chose, mais vous en profitez pendant 3-4 ans, quoi. Voilà, puis c'est terminé. Mais que des gens, mettons sur Paris, quel prof est capable de, quand il est nommé à Paris, est capable de vivre à Paris? S'il n'est pas lui-même fils d'héritier avec un appartement dans le 8e arrondissement, vous voyez, qui est capable de louer quelque chose à Paris qui ne soit pas une cage à lapins sous les toits. Donc, il y a une question financière, mais il faut bien comprendre que le quantitatif ne doit pas remplacer le qualitatif. Il faut changer le logiciel, en quelque sorte, de façon à ce que les enseignants aient à cœur
de faire du qualitatif, de transmettre vraiment des connaissances, et des connaissances précises, nombreuses, des connaissances impitoyables, en quelque sorte, à évaluer leurs élèves sur cette acquisition de connaissances et à ne les relâcher qu'une fois qu'ils seront formés. Merci beaucoup, Jean-Paul Merci à Brigelli. vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de aimer cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenord.fr. Encore un grand merci à Jean-Paul Brigelli d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous.